Bonjour. Pendant ce cours, nous examinerons la nécessité d'adaptation locale du modèle de technoparc de la Corée. Nous allons découvrir les limites de croissance des pays en développement et examinerons les expériences coréennes de développement réussite de l'industrie nationale et de la technologie, ainsi que la nécessité d'adaptation locale des technoparcs coréens. Dans les pays en développement de l'Afrique et de l'Asie, il existe un certain nombre de pays qui ont récemment atteint une grande croissance économique, mais qui ont récemment connu un ralentissement. Ces pays ont réalisé divers investissements, reçu des investissements par de nombreuses entreprises étrangères, et le pays a déployé tous ses efforts pour accomplir une croissance industrielle. Cependant, il existe beaucoup de cas montrant la limite de croissance dans ces pays. Examinons d'abord les facteurs qui entravent la croissance des pays en développement. Permettez-moi de vous expliquer un peu la nécessité d'adaptation locale du modèle coréen du technoparc de la Corée. Étant donné que la Corée est un pays qui a atteint une croissance économique grâce à des expériences similaires, je pense que l'expérience coréenne en matière de croissance et de développement peut être un très bon exemple pour de nombreux pays en développement. Quels sont donc les facteurs qui entravent la croissance durable des pays en développement? Regardons les problèmes des pays en développement qui sont confrontés à la limite d'une croissance durable. Le développement économique durable et l'éradication de la pauvreté sont un défi national des pays en développement et des pays pauvres. Récemment, leur croissance économique rapide ont contribué à améliorer l'indice de la pauvreté. Cependant, ils sont actuellement prisonniers de la baisse du taux de croissance économique, et cela est dû aux problèmes structurels. Alors, pourquoi ces pays ont atteint cette limite de croissance? Jetons un coup d'œil aux causes. On peut citer 3 facteurs principaux. Le premier est le développement déséquilibré du pays et le problème du développement déséquilibré d'un pays où le développement équilibré n'a pas été réalisé correctement. Le deuxième facteur consiste la structure industrielle sous-développée qui dépend des facteurs externes. Le troisième consiste des problèmes produits en raison des préoccupations concernant le cercle vicieux du sous-développement lié au manque de capacité technique. Examinons de plus près chacun de ces facteurs qui entravent la croissance soutenue. Ce sont les facteurs qui aggravent les déséquilibres nationaux dans les pays en développement. La concentration de la population, les investissements dans l'industrie et les infrastructures installées seulement dans une région spécifique entraînent un développement disproportionné de la région. Dans ce cas, l'utilisation efficace des ressources nationales n'est pas bien gérée. Le coût social devient excessif, ce qui finalement entrave le développement durable du pays. Examinons ensuite en détail les facteurs qui sous-tendent cette aggravation du déséquilibre national. Le premier consiste la forte concentration de la population urbaine. Au fur et à mesure que l'industrie se développe, une urbanisation rapide se produit et le prix des terrains des villes augmente. En conséquence, le coût du logement augmente et le prix en général de la ville augmente considérablement. Ceci provoque des embouteillages ainsi que la destruction d'environnements. Sur le plan social, il existe divers facteurs qui entravent la cohésion sociale car l'anxiété est amplifiée. Dans ce cas, les personnes marginalisées urbaines apparaissent et les problèmes vulnérables à la criminalité surgissent. C'est pourquoi la concentration de la population urbaine dans les pays les plus pauvres est plus de 2 fois supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Le tableau suivant examine dans quelle mesure les déséquilibres nationaux se sont aggravés. L'axe horizontal en bas représente le niveau de développement régional équilibré. Et l'axe vertical représente le niveau de concentration de la population urbaine. Donc plus vous allez vers la droite, plus le développement est équilibré, et plus vous allez vers la gauche, moins le développement est équilibré. Regardez l'axe vertical. Plus vous montez vers le haut, plus la population est concentrée dans les villes. Les pays dans la zone en haut, à gauche, qui sont marqués en bleu, sont très disproportionnés en raison de leur population très élevée dans les villes, et il semble
qu'un développement équilibré n'a pas été atteint correctement. Le deuxième consiste à la partialité des infrastructures basées sur l'industrie. Dans ce cas, ces ressources nationales ne peuvent pas être utilisées efficacement. Les coûts logistiques deviennent excessifs, ce qui à son tour réduit la compétitivité industrielle. Et donc, les pays en développement et les pays pauvres ont un niveau de développement régional équilibré inférieur à la moyenne. Le troisième consiste au développement régional déséquilibré. Étant donné que l'activité économique est concentrée uniquement dans la capitale ou aux alentours de la capitale, les bénéfices de la croissance économique sont concentrés dans certaines zones et certaines classes. En conséquence, la nécessité d'un développement régional industriel ou d'un développement équilibré d'un point de vue national augmente. Si vous regardez ici, vous pouvez voir le niveau de disparité de certains pays, en particulier dans les pays en développement. Si vous regardez le tableau ici, chaque pays montre à quel point la concentration d'infrastructures ou d'activités économiques dans une ville spécifique est concentrée. Et donc, plusieurs pays africains sont désormais inclus. Vous pouvez voir des exemples de pays où la concentration de l'activité économique est très concentrée dans une ville particulière. Ainsi, lorsque le déséquilibre national s'aggrave, la croissance des pays en développement devient limitée. Deuxièmement, c'est la structure industrielle sous-développée des pays en développement. Les pays hautement dépendants des ressources naturelles et de l'agriculture font face aux divers problèmes durant le processus de développement économique et social en produisant divers effets secondaires. Ceci nécessite donc un changement urgent de paradigme de l'industrialisation. Voici le premier facteur de la structure industrielle sous-développée des pays en développement. Une économie dépendante de ces facteurs. Lorsque la dépendance aux ressources naturelles est élevée, on a tendance à se concentrer à l'investissement et à la croissance du secteur d'extraction à forte intensité de capital. Dans ce cas, ceci génère un effet de création d'emplois national médiocre. De plus, ceci devient vulnérable à l'économie extérieure, rendant ainsi difficile un développement économique durable. Ainsi, une déformation de la structure économique apparaît. De plus, même lorsque la dépendance vis-à-vis de l'agriculture est élevée, la situation de faible valeur ajoutée se répète inévitablement car les infrastructures nécessaires à l'amélioration de la production agricole sont insuffisantes. Si vous regardez le tableau ici, l'axe en bas représente la part de l'agriculture dans le PIB. Plus vous allez vers la droite, plus les pays sont dépendants de l'agriculture. Et l'axe vertical représente la part des ressources naturelles. Plus vous allez vers le haut, il se trouve un groupe de pays dépendants excessivement de l'exploitation ou de la collecte de ressources naturelles. Ainsi, dans le cas de ces pays, la structure industrielle elle-même a une structure qui n'est pas très sophistiquée, elle peut être donc insuffisante pour toute valeur d'usage dans le pays, telle que la création d'emplois ou le développement ultérieur de la technologie industrielle. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a un manque de diversification de l'industrie. Et il y a ainsi un manque de compétitivité par chaîne de valeur au sein de l'industrie. Plusieurs chaînes de valeur sont entrelacées afin de parvenir au développement industriel. Mais chaque chaîne de valeur manque de compétitivité et la connectivité entre les chaînes visibles au sein de l'industrie est également faible. Il y a donc une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et le taux de mécanisation est faible. Plus la productivité est faible, plus la compétitivité du produit est faible. Le simple assemblage ou un simple marché du travail de qualité médiocre, ayant seulement besoin d'une main-d'œuvre simple, ne fait que réduire les compétences de niveau moyen et supérieur à haute valeur ajoutée. Si vous regardez ici,
j'ai mis quelques images qui montrent le sous-développement industriel des pays en développement et des pays les plus pauvres. Si vous regardez l'image ci-dessus, il y a les étapes de la chaîne de valeur au sein d'une industrie, des matières premières à la transformation et production, distribution et logistique, et dédouanement et exportation. À une telle étape, il existe un manque de compétitivité de chaîne de valeur au sein de l'industrie, ainsi qu'un manque de compétitivité et de connexion dans les parties où les chaînes de valeur sont interconnectées les unes aux autres. En conséquence, l'intégration dans la chaîne de valeur mondiale est soumise à de nombreux obstacles. Il existe donc des phénomènes très insuffisants pour que les pays en développement se faufilent dans la chaîne de valeur mondiale. Le troisième est la structure industrielle dépendante de l'étranger. Les multinationales vont dans les pays en développement pour développer des ressources, sécuriser les réseaux de vente et concentrer leurs investissements sur la production d'assemblages simples. En conséquence, l'amélioration de la capacité industrielle des pays en développement est elle-même insuffisante. Si ces pays ne parviennent pas à faire développer une industrie à haute valeur ajoutée, après avoir atteint rapidement une croissance élevée, basée sur de faibles salaires, cela risque de tomber dans le même piège de croissance qui a eu lieu ces dernières années. Ainsi, la contribution des techniques de niveau moyen et supérieure à la création de valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière devient faible. Comme cet environnement technique permettant d'améliorer cela est obsolète, il est donc essentiel et urgent d'améliorer les capacités techniques afin de parvenir à un développement économique durable. Quels sont donc les facteurs détaillés de ces faibles capacités techniques ? Premièrement, c'est parce que l'environnement technique est médiocre. Bien que la part des techniques de niveau moyen et supérieur dans la création de valeur manufacturière ajoutée augmente, la proportion et la contribution absolue des techniques de niveau moyen et supérieur dans l'ensemble de l'industrie manufacturière des pays en développement sont faibles. Par conséquent, ils présentent un écart marqué avec la moyenne des pays de l'OCDE en termes d'acceptation de la technique et d'innovation parmi les indices de compétitivité mondiaux. Et ensuite, regardons l'image ci-dessous. Si vous regardez maintenant l'ensemble des pays, 19 pays à travers le monde occupent plus de 80% des demandes de brevets. Les 148 pays restants déposent les brevets restants, ce qui veut dire que un peu moins de 20% d'entre eux déposent des demandes de brevets. Ceci montre qu'il y a une très grande différence dans l'environnement technique. Ceci représente aussi qu'un tel environnement technique est encore insuffisant pour développer des capacités techniques. Deuxièmement, c'est que l'apport et les résultats de R&D sont médiocres. Pour le développement technique à moyen et long terme, une base industrielle de R&D nationale doit être établie, néanmoins, celle-ci est faible dans les pays en développement. Dans ce cas, il est donc difficile de soutenir la croissance économique. Par conséquent, le flux mondial de R&D, de main-d'œuvre et de technologie sont tous concentrés dans les pays développés, et le phénomène de bipolarisation dans lequel les pays en développement sont marginalisés s'aggrave. Le tableau ci-dessous montre la part des investissements en R&D au PIB des principaux pays. C'est la part de la quantité de R&D investie dans le PIB total. Comme vous pouvez le voir, la moyenne de l'OCDE est à la 4e place. La part de l'investissement en R&D entre les pays situés au-dessus et les autres est plus de 40 fois différente. Par conséquent, étant donné que cet environnement technique est médiocre, pour construire une force motrice de base du développement industriel, ceci montre qu'il ne faut pas de nombreux environnements différents. Alors, sur la base de ces facteurs, comment la Corée a-t-elle pu vivre une expérience de développement réussie ? Je présenterai brièvement l'expérience du développement national, industriel et technique réussi de la Corée. Le projet d'APD a joué un rôle très important dans le développement industriel de la Corée telle qu'elle est aujourd'hui. Des années 50 aux années 70, l'APD a été utilisé de manière stratégique sur la base du leadership
ferme du gouvernement et, à travers elle, les bases d'une puissance industrielle ont été posées. Après la libération en 1945, il y a eu la période du gouvernement militaire américain et ensuite la guerre de Corée. Durant ce processus, l'économie coréenne a été très gravement endommagée et il ne restait vraiment rien. La Corée était vraiment l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais qu'a fait la Corée pour la reconstruction économique? À cette époque, le soutien des pays du monde entier à travers le projet d'APD a joué un rôle très important. Au début des années 50, les projets d'APD ont été utilisés pour recevoir du matériel de secours, du soutien pour la reconstruction post-guerre et, pour la stabiliser, les finances de l'État. Puis, au milieu des années 50, les États-Unis ont renforcé leur aide économique et le gouvernement coréen a introduit un fonds d'emprunt de développement. À la fin des années 50, le soutien aux biens intermédiaires a été lancé pour favoriser l'industrie légère et les aides payées ont été élargies. Dans les années 60, le plan de développement économique était axé sur la promotion d'industries clés et le réaménagement des fonds sociaux et l'augmentation des exportations. Par conséquent, les ressources et les fonds nécessaires ont été levés grâce au fonds de l'APD. Dans les années 70, la Corée a jeté les bases d'une politique gouvernementale forte visant à favoriser les industries stratégiques et à utiliser stratégiquement l'APD pour le progrès industriel et le développement technologique. Ainsi, en tant que stratégie représentative, la structure de l'industrie a été réorganisée. L'industrie a été réorganisée de l'industrie centrée sur l'industrie légère à l'industrie chimique lourde et 6 industries stratégiques orientées vers l'exportation ont été donc sélectionnées. Les 6 industries stratégiques sélectionnées étaient l'acier, le métal non ferreux, la machinerie, la construction navale, l'électronique et la chimie. Le gouvernement s'est donc concentré à soutenir ces industries. Et lorsque la Corée a reçu le soutien d'APD, elle est passée par une méthode de commande clé en main. Et elle ne recevait pas seulement des installations de production. Afin d'internaliser une telle technologie de pointe parce que la Corée n'avait pas sa propre technique et capital, elle a encouragé l'adoption technique de contrats clés en main qui comprend les biens d'équipement, la formation technique et la technique d'exploitation à la fois, ce qui était très efficace. Dans les années 80, la Corée est passée d'un pays bénéficiaire d'APD à un pays donateur d'APD. Au début des années 80, la situation était très difficile. Ce fut une période difficile politiquement et économiquement en Corée. À cette époque, la Corée a surmonté ce chaos et ses difficultés économiques et elle a coordonné la restructuration industrielle, la libération, la stabilisation et l'ouverture du marché. Depuis 1982, le programme d'échange de développement international a été lancé visant à partager l'expérience de développement coréen. Et en 1987, le Fonds de coopération économique au développement a été installé. En 1988, la Corée est exclue de la liste des pays cibles d'octroi de prêts de la Banque asiatique de développement. La Corée et Singapour sont les seuls pays qui sont sortis de statut des pays bénéficiaires de la Banque mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 90, la Corée est devenue membre du CAD en 2010. Elle a donc obtenu le statut de pays donateur avancé. En 1991, l'Agence coréenne de coopération internationale, la KOECA, a été créée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères en tant qu'organisation financée par le gouvernement qui met en œuvre des projets de coopération étrangère par la promulgation de la loi sur l'Agence coréenne de coopération internationale. Ainsi, à travers cela, divers projets de soutien tels que la formation sur invitation, l'envoi des experts, l'envoi des bénévoles, l'étude de développement, la construction des infrastructures, le soutien des ONG, le rétablissement après les désastres, le projet de coopération avec les organisations internationales, etc. ont commencé. Et depuis 1992, la Corée est désignée comme pays contributeur net de la
PNUD. Et elle est supprimée de la liste des pays bénéficiaires du prêt de la Banque mondiale en 1995. Et en 2006, le Comité pour la coopération au développement international a été installé et elle a ainsi établi les fondements d'APD sophistiqués. En 2010, la Corée est devenue le 24e pays membre du CAD de l'OCDE et, en 2011, elle a organisé le forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide. Et il y a eu donc un changement dans le statut de l'APD de la Corée. La Corée, en tant que pays bénéficiaire, est devenue un pays donateur et cette expérience est étroitement liée au développement économique du pays. Lorsque la Corée était un pays bénéficiaire de l'APD, elle recevait un soutien de l'APD et utilisait les ressources de l'APD pour développer des industries stratégiques. Dans les années 60, les industries ont été intensivement soutenues, principalement l'industrie légère. La politique de promotion de l'industrie à moyen et long terme a été mise en œuvre et un soutien industriel a été fourni autour de l'industrie légère. Et dans les années 70, il se trouve une sophistication de structures industrielles. La loi sur la promotion de développement technique et la loi sur le développement du service technique ont été promulguées et les investissements ont été concentrés dans le secteur de l'industrie lourde. Par conséquent, l'industrie chimique lourde a été intensément encouragée. À partir des années 80, la Corée s'est transformée en pays donateur d'APD. Après être transformée en pays donateur, la Corée a commencé à partager son expérience et ses réalisations en matière d'industrialisation avec les pays en développement. Dans les années 80, des activités de dons d'APD ont été utilisées comme moyen et, à cette époque, la Corée a fourni un soutien national principalement à l'industrie des transports et aux industries des transports telles que l'automobile et le navire. Et dans les années 90, le soutien était centré sur l'industrie électronique et après 2000, la Corée a commencé à soutenir les industries de technologie de l'information et de la biotechnologie. Ce faisant, le fondement des activités de dons d'APD a été établi en Corée et son statut de pays donateur a été fermement établi. Voici donc l'évolution de la situation en Corée. La photo à gauche montre le paysage de Séoul juste après la guerre de Corée dans les années 50. J'ai trouvé et comparé des photos prises dans une zone similaire en ce moment. Tout était vraiment cassé et brisé. Il ne restait donc plus rien en Corée. Et voici 20 ans plus tard, c'est Séoul à la fin des années 70 et 80. Et maintenant, voici Séoul en 2020. La Corée a atteint un développement très rapide et de nombreux pays en développement souhaitent appliquer cette expérience de développement à leurs pays respectifs. Alors, quelle a été l'expérience de développement national technique industriel en Corée? Je vais vous expliquer les points essentiels par année. La Corée est le meilleur modèle de référence en tant que pays en développement qui est passé avec succès d'un pays à forte intensité de main-d'œuvre à un pays à forte intensité de capital grâce à une synergie globale, nationale équilibrée et de développement industriel et technique. Le développement national équilibré, le développement industriel et les politiques de promotion technique ont été réalisés de manière bien équilibrée et ces trois facteurs ont créé une synergie globale, ce qui est devenu la base du développement de la Corée aujourd'hui. Les années 60 étaient une époque où la Corée formait la base du développement industriel. À cette époque, la Corée a lancé son premier plan de développement économique. Lors du premier plan de développement économique, l'objectif était de rectifier le cercle vicieux socio-économique et de parvenir à une économie autonome. Ensuite, le deuxième plan de développement économique visait à moderniser la structure industrielle et à favoriser l'établissement d'une économie indépendante. Dans cette période,
l'industrie légère a été encouragée afin de garantir les ressources d'investissement nécessaires à l'industrialisation. Les industries légères très basiques, telles que la couture et la fabrication de perruques, ont été promues et les politiques d'exportation ont été menées. Ainsi, en 1964, le complexe industriel d'exportation 1 a été construit à Gouraud. Ensuite, 13 industries spécialisées dans l'exportation ont été sélectionnées et soutenues intensivement pour l'exportation. À ce moment, l'industrie minière, le métal, la machinerie, la construction navale, l'industrie chimique, le textile et l'électricité ont été désignés comme industries stratégiques et le gouvernement a ainsi soutenu activement le développement technique de ces industries. En conséquence, la part de l'agriculture dans le PIB a diminué et au contraire, la part de l'industrie manufacturière a augmenté et le revenu par habitant a augmenté de 2,3 fois. Si vous regardez les résultats de cette époque dans le tableau, c'était avant le début du plan de développement économique en 1962. La proportion des exportations par rapport au PIB était de 5,2%, mais en 1971, elle était de 14,6%, soit une augmentation d'environ 180%. La part de l'agriculture dans le PIB a diminué de 25,5%, passant de 36,1% à 26,9%. De plus, la part du secteur manufacturier dans le PIB est passée de 11,5% à 16,5%, augmentant de 43,5%. Quant au RNB par habitant, le RNB par habitant de la Corée en 1962 était de 91 $. Cependant, 10 ans plus tard, en 1971, le revenu par habitant est passé à 292 $, soit une augmentation de 220,9%. Dans les années 70, la Corée a réalisé l'industrialisation lourde et chimique. Basé sur un taux de croissance élevé des années 60, le troisième plan de développement économique et le quatrième plan de développement économique sont promus afin de faire un bond en avant en tant que pays à revenus intermédiaires. Au cours de la période du troisième plan de développement, l'industrie lourde et chimique, la construction et la promotion efficace des PME se sont concentrées sur le renforcement de la structure de l'entreprise. En outre, les 6 industries stratégiques telles que l'acier, la machinerie, l'électronique, la chimie, la construction navale et le métal non ferreux sont sélectionnés et développés. En 1973, la construction de la première phase de l'aciérie de Pohang a été achevée. Et, avec la construction du complexe industriel de Changwon, les bases de l'industrie lourde et chimique ont été établies. Dans le quatrième plan de développement économique, la loi sur la promotion de l'industrie du développement a été promulguée pour promouvoir sérieusement l'industrie lourde et chimique. En outre, le comité de promotion de l'industrie lourde et chimique a été créé. C'était une période où les moyens politiques étaient activement utilisés, tels que la réduction des taxes inférieures et des droits de douane, le soutien au financement politique et la mise en œuvre de réglementations sur les importations pour favoriser les industries stratégiques. Voici les principaux indicateurs économiques de la période. Si vous regardez la proportion des exportations en pourcentage du PIB au cours des années 1962, 1971, 1981, elle a augmenté de 34,3% par rapport en 1971. Et la part de l'agriculture a encore diminué. C'est une baisse de 14,9% par rapport à 26,9% en 1971. La part du secteur manufacturier dans le PIB est passée de 16,5% à 21,4% en 1971
et le revenu national par habitant a considérablement augmenté, passant de 292 $ en 1971 à 1842 $ en 1981. La Corée, en 1980, a été une période de restructuration industrielle. Dans le 5e plan de développement, la Corée s'est concentrée sur la mise en place des bases de stabilité économique, le renforcement de la compétitivité des industries exportatrices et l'amélioration de la balance du commerce international. Dans la stratégie de développement axée sur la croissance des années 60 et 70, la stabilité des prix et l'ouverture fondée sur la stabilité, l'efficacité et l'équilibre, la dynamisation de l'économie de marché et le développement des régions rurales et du secteur marginalisé ont été encouragés. Le 6e plan de développement économique s'est concentré sur l'avancement économique et du bien-être de la population. Et grâce à la stabilité des prix en interne et l'effet 3 bas en externe, comprenant les taux d'intérêt bas, le prix du baril bas et le dollar bas, ceci a donc fonctionné favorablement pour atteindre un taux de croissance élevé. Ainsi, sur la base de l'effet 3 bas, l'industrie lourde et chimique a gagné du terrain, l'exportation a augmenté et la balance commerciale a enregistré un excédent pour la première fois. Ceux-ci sont les indicateurs du développement industriel et de l'économie industrielle de la Corée depuis les années 80. Les exportations en pourcentage du PIB sont de 25% par rapport à 1981. À cette époque, il y avait un peu de crise économique mondiale et c'était une situation difficile car c'était juste après la crise de la FMI. En conséquence, la proportion des exportations a considérablement diminué. Au contraire, il a diminué de moins 26,8%. La proportion de l'agriculture dans le PIB a diminué de moins 54,% à 6,82%, tandis que la proportion de l'industrie manufacturière a légèrement augmenté, augmentant de 15,4% à 24,7%. Et le revenu national a augmenté de 307%, passant de 1 842 $ en 1981 à 7 508 $ en 1991. Ensuite, les années 90 ont été une période de développement industriel rapide en Corée. Et le 7e plan de développement a été réalisé. Dans la poursuite de l'avancement d'une société économique, la compétitivité industrielle est renforcée et le développement équilibré et l'internationalisation sont encouragés. En particulier, la Corée s'est concentrée sur le développement des techniques industrielles et le renforcement de la compétitivité de l'industrie des TI ont constitué les priorités. Ainsi, le 7e plan de développement économique a été modifié en plan quinquennal de nouvelles économies en 1993. Afin d'établir un système d'innovation technique dirigé par le privé, la Corée a adopté des mesures incitatives, fiscales, facilité le financement et promu les activités de développement technique. Et les projets nationaux de R&D ont été menés stratégiquement. Ceci a élargi et a rendu efficaces les investissements nationaux en R&D. Le projet national de développement technique visant à améliorer la compétitivité industrielle a été renforcé, le projet de développement des technologies de pointe a été promu et l'efficacité des projets techniques du bien-être pour la population afin d'améliorer la vie des citoyens ont été menés. Et voici les indicateurs industriels et économiques de la Corée dans les années 90. La part des exportations a augmenté de 37% à 34,4% par rapport à 1991. Et la part de l'agriculture a encore diminué de moins 45,9%. En ce qui concerne la part de la fabrication, elle est la même, elle n'a pas augmenté. Et ça a été la première fois que le revenu par habitant a dépassé la barre des 10 000 $. À ce moment, le revenu par habitant était de 11 180 $. C'est donc la période de maturité des années 2000.
La compétence des principaux acteurs d'innovation a considérablement augmenté depuis les années 60. Et plusieurs multinationales sont apparues en Corée. En outre, la Corée a établi le fondement pour accéder à l'ère de l'économie du savoir en surmontant la crise de devises étrangères. Et à cette époque, les politiques qui dynamisent la création des startups ont été élaborées et le pays a développé l'industrie de l'information pour devenir une puissance informatique. Depuis 1999, la Corée a soutenu le développement des industries spécifiques à chaque région. Elle a ainsi établi la base industrielle et renforcé la capacité d'innovation des régions. Elle a ainsi fait promouvoir la base du savoir pour les industries et a établi le développement régional équilibré et ainsi qu'un système d'innovation régionale. Lors de la première étape, elle a établi la base d'un cluster coréen. Dans la deuxième étape, elle a établi la base de croissance de clusters autonomes et, dans la troisième étape, elle a mené des stratégies de développement de clusters de premier rang mondial. Voici les indicateurs économiques de l'année 2000. Les exportations ont augmenté de 57,8% en 2011 par rapport à 2001. La part de l'agriculture continue de diminuer, moins 37,9%, et la fabrication augmente également à nouveau, ce qui affiche une augmentation donc de 15,4%. Et pour le revenu national par habitant, il atteint 24 307 $, soit une augmentation de 117,4% par rapport à 2001. Aujourd'hui, en 2021, le PIB par habitant de la Corée a dépassé 32 000 $. Actuellement, le revenu par habitant ne cesse d'augmenter. L'expérience de la création du complexe industriel coréen est très importante pour le développement réussi de la technologie industrielle de la Corée. Le fait de fournir efficacement l'emplacement des entreprises de fabrication pour le site de fabrication, concentrer et intégrer les industries stratégiques nationales et parvenir à un développement régional équilibré, tout ceci permet ainsi d'être utilisé comme un manuel vivant pour la réalisation de l'objectif commun des pays en développement. Et l'expérience de la création d'un site industriel en Corée a été très efficace afin de promouvoir le développement industriel basé sur la fabrication et en même temps promouvoir un développement régional équilibré. En tant que base de croissance importante pour l'industrie manufacturière, le pays a conduit à une croissance économique continue et le gouvernement a pris en charge une partie importante des installations auxiliaires et des routes de liaison nécessaires à l'établissement du complexe industriel. Le gouvernement a joué un rôle de premier plan dans la réduction du fardeau des entreprises et la promotion du développement industriel. Ceci a donc été l'expérience de la création de complexes industriels par année en Corée. Dans les années 60, une politique de développement industriel axée sur l'exportation a été utilisée. Ainsi, des ceintures industrielles telles que le complexe industriel d'Ulsan et Onsan ont été formées, et des complexes d'exportation et des complexes orientés vers l'exportation ont été créés à Guro, Incheon et Bupyeong. Dans les années 70, les industries lourdes et chimiques ont été encouragées à développer des villes industrielles à grande échelle telles que l'acier à Pohang, la pétrochimie à Yecheon, la machinerie à Changwon, la construction navale à Koche, l'électronique à Gumi et le métal non ferreux à Onsan. Et, dans les années 80, dans la poursuite d'un développement national équilibré, ce qui était concentré dans la région métropolitaine a été dispersé dans les provinces. Ainsi, afin de disperser l'industrie, les complexes Banwol et Siwa ont été créés. Nous avons poursuivi un développement équilibré du pays en établissant des complexes industriels à grande échelle dans les régions du centre et du sud du pays. Dans les années 90, la structure industrielle a été sophistiquée. Ainsi, en créant des complexes industriels axés sur l'innovation technologique, la Corée
a créé des complexes industriels de technologie de pointe à Gwangju, Busan, Daejeon, Daegu, Jeonju, Gangneung et Ochang. Ainsi, la Corée a installé un complexe industriel pour le développement régional équilibré. Dans les années 2000, le développement de divers complexes industriels tels que les complexes médicaux de technologie de pointe, les zones d'investissement étrangers et les zones franches économiques s'est accru afin de diversifier les implantations industrielles et de répondre à une structure industrielle sophistiquée. La deuxième expérience du développement national, industriel et technique de la Corée est l'établissement d'un modèle d'innovation nationale équilibré en désignant des industries régionales spécialisées. Pour un développement régional durable, la Corée a établi un modèle d'innovation équilibré à l'échelle nationale en désignant des industries spécialisées pour chaque région et en formant un réseau de coopération entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche pour les favoriser. La Corée a divisé l'ensemble du pays en zones économiques régionales et a promu une stratégie visant à favoriser les industries régionales. Et elle a établi un système de coopération entre les entreprises et les universités qui reflète les caractéristiques régionales en mettant l'accent sur les industries stratégiques régionales et à travers cela, la Corée a essayé de se transformer en une économie régionale axée sur l'innovation. Il s'agit d'un exemple d'établissement d'un modèle d'innovation nationale équilibré par la désignation d'industries régionales spécialisées. Le pays était divisé en zones économiques régionales. Par conséquent, le pays a été divisé en 6 zones économiques régionales. La région métropolitaine, la région de Chungcheong, de Honam, de Gyeongnam, de Daejeon, de Gangwon, de Jeju ont été divisées. Et les 19 technoparcs pour chaque zone économique régionale ont été créés pour désigner 19 industries spécialisées dans chaque région et un modèle d'innovation nationale équilibré a été établi pour soutenir intensément les industries spécialisées de cette région. Ensuite, nous allons voir l'expérience de croissance en tant que puissance manufacturière. L'expérience de la Corée, qui est passée d'une économie primaire à une économie industrielle, et le développement en tant que puissance manufacturière mondiale top 5 constituent un patrimoine précieux pour le développement des pays en développement. L'industrie légère dans les années 70, le début de l'industrie lourde et chimique dans les années 80, la transition de l'industrie lourde et chimique dans les années 90, la croissance de l'industrie lourde et chimique dans les années 2000, ainsi que la sophistication de l'industrie lourde et chimique dans les années 2010, ceci montre le développement industriel de la Corée. En outre, la part de l'industrie lourde et chimique dans l'industrie manufacturière est passée de 54,4% dans les années 1980 à 87,5% dans les années 2010. L'image suivante montre les expériences de développement et ses expériences de croissance. Il est indiqué à partir des domaines industriels les plus représentatifs de la scène centrée sur l'industrie légère dans les années 70. Dans les années 70, les secteurs de produits alimentaires, du textile et de l'habillement étaient les plus représentatifs. Dans les années 80, c'était le moment de la naissance de l'industrie lourde et chimique et le textile était l'industrie la plus importante à cette époque. Ensuite vient les produits alimentaires suivis des produits chimiques et de l'électronique. Dans la troisième étape de la transition vers l'industrie lourde et chimique dans les années 90, l'électricité et l'électronique étaient les industries les plus importantes. Il y a eu une transition vers l'industrie de l'automobile, les produits alimentaires, les produits chimiques, le textile et le métal primaire. Au cours de l'étape de la croissance de l'industrie lourde et chimique des années 2000, la part des industries a complètement changé dans l'ordre de l'électricité et de l'électronique, de la chimie, de l'automobile,
des métaux primaires, des produits alimentaires, de la machinerie et des minéraux non métalliques. Dans l'étape de sophistication de l'industrie lourde et chimique de l'année 2010, le contenu des industries clés passe à celui de l'électricité et de l'électronique, de l'automobile, de la chimie, de la machinerie, le métal primaire et le métal assemblé, et on peut voir que la proportion de l'industrie lourde et chimique dans l'industrie manufacturière a augmenté progressivement. Ensuite, nous allons découvrir le changement de rôle des différents acteurs de R&D et l'évolution des résultats de la R&D nationale. Dans les années 70, c'était une étape au cours de laquelle le gouvernement a créé un institut de recherche et a établi une base nationale de R&D. Ainsi, le gouvernement a créé un institut de recherche et la R&D à cette époque était dirigée par les entreprises. Puis, dans les années 80, le gouvernement a apporté un soutien direct et a dirigé la R&D nationale centrée sur les instituts de recherche. Puis, dans les années 90, le gouvernement a apporté un soutien indirect. L'Institut de recherche et les entreprises commencent donc à diriger la R&D du pays. Ainsi, l'Institut de recherche et les entreprises ont dirigé en même temps la R&D nationale. En 2010, les compétences de l'université ont été renforcées et la R&D nationale axée sur les entreprises a pris le devant. Ainsi, à l'aube de l'an 2000, le rôle de la R&D nationale s'est transformé en celui d'une R&D dirigée par les entreprises. Par conséquent, l'expérience de la Corée qui a réussi à renforcer la compétitivité nationale par le renforcement de la compétitivité des sciences et des technologies montre que les capacités de développement technique des entreprises constituent un facteur prépondérant pour la croissance économique. C'est pourquoi la coopération entre les entreprises et les universités montre que garantir la compétitivité mondiale dans les industries clés par la sélection et la concentration est très important pour le modèle de développement des pays en développement. Ensuite, j'expliquerai pourquoi il est nécessaire d'adapter localement les technoparcs coréens dans les pays en développement. La demande concernant l'adaptation locale du technoparc coréen, quelle est la nécessité et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Il existe un besoin croissant d'adapter localement le modèle de développement industriel de la Corée. Afin d'éradiquer la pauvreté dans les pays bénéficiaires, les cas de développement industriel coréen sont considérés comme les mesures d'APD les plus efficaces. Par conséquent, les pays bénéficiaires introduisent la technologie industrielle pour jeter les bases d'une croissance économique autonome, telle que le développement industriel, la répartition des revenus et l'éradication de la pauvreté, et grâce à cela, l'éradication progressive de la pauvreté est possible. La Corée possède le savoir-faire pour réaliser le développement industriel en introduisant des éléments industriels clés tels que la technologie et l'infrastructure des pays avancés. Par conséquent, il est possible que le modèle de développement industriel de la Corée puisse fournir des orientations et suggérer des directives pratiques de développement économique pour les pays en développement. Il est donc possible de contribuer à l'industrialisation des pays en développement d'une manière qui se différencie des autres pays donateurs en utilisant l'expertise unique de la Corée, telle que l'expérience de l'industrialisation et les capacités techniques industrielles. C'est pourquoi il a été prouvé que la technologie, l'infrastructure industrielle et l'enseignement technique basé sur l'aide étrangère sont des facteurs de réussite importants pour échapper à la pauvreté et accomplir le développement industriel. En outre, dans le cas de l'industrie du textile, au début des années 60, la technique et les installations liées aux fibres chimiques telles que le nylon ont été introduites en provenance du Japon et un complexe d'exportation a été créé à Guro en 1964 pour jeter les bases de la production de fibres chimiques. Parallèlement,
elle a été stratégiquement nourrie par le plan de développement économique du gouvernement dans les années 60 et transformée en industrie d'exportation. Depuis lors, la croissance des exportations, la substitution des importations et la substitution des importations dans le secteur des fibres chimiques ont été atteintes. Le besoin de développement de la technologie industrielle dans les pays en développement s'est accru ces dernières années. Les besoins des pays à revenus intermédiaires ont évolué avec le progrès industriel. Et à ce stade, il est nécessaire de soutenir la capacité du secteur privé dans le pays bénéficiaire. Deuxièmement, les pays en développement ont des attentes et une demande élevée pour la coopération au développement industriel de la Corée. Par conséquent, les consultations de politique industrielle occupent la plus grande partie des consultations de politique. Troisièmement, la plupart de l'aide humanitaire et des infrastructures socio-économiques actuelles sont soutenues par les pays à revenus intermédiaires. Il existe un écart entre les besoins du développement économique et industriel des pays en développement. Il est temps pour l'APD de promouvoir le progrès industriel qui peut fournir des solutions spécialisées pour chaque étape du développement économique du pays bénéficiaire et d'améliorer les capacités techniques privées. Quatrièmement, en utilisant activement l'expérience et les capacités d'industrialisation de la Corée, il est possible de répondre efficacement aux besoins de développement industriel des pays en développement en rendant l'industrie à haute valeur ajoutée, en se diversifiant, en formant une main-d'œuvre technique et en soutenant les PME et les ETI. C'est parce que la Corée s'est en fait développée à partir d'un stade de développement médiocre, tel qu'un pays en développement est situé aujourd'hui. Par conséquent, l'orientation d'APD de la Corée peut être envisagée dans 3 directions. Premièrement, la Corée mène l'APD coréenne, qui contribue à l'industrialisation des pays en développement en utilisant l'expérience de développement industriel de la Corée. Deuxièmement, elle met en œuvre l'APD gagnant-gagnant basée sur les besoins des pays bénéficiaires. Le troisième est de promouvoir une croissance conjointe durable avec les pays bénéficiaires. Permettez-moi d'expliquer un peu plus ce qu'est chacun d'eux. Premièrement, l'APD qui transmet l'expérience de développement industriel de la Corée peut être considérée comme une APD de style coréen qui utilise activement l'expérience de développement industriel de la Corée pour contribuer à l'industrialisation des pays en développement, ce qui est très approprié comme modèle de développement pour les pays en développement. C'est pourquoi la première étape de l'APD était une APD qui fournissait des secours. Si la deuxième étape de l'APD est une APD qui soutient les infrastructures économiques et sociales, cette troisième étape de l'APD, qui est de style coréen, peut être considérée comme une APD qui contribue à l'industrialisation des pays en développement en utilisant l'expérience de développement industriel de la Corée. L'APD, qui est la transmission de l'expérience du développement industriel à la coréenne, varie dans chaque industrie, de l'agriculture dans les années 60, à l'industrie légère dans les années 70 et à l'industrie lourde chimique dans les années 80, à l'économie manufacturière de pointe dans les années 2010. Grâce à l'APD, qui transmet l'expérience de développement industriel de la Corée, il est possible de transmettre aux pays en développement le modèle de développement de la croissance de la Corée, qui est passé d'une économie basée sur l'industrie primaire à l'un des 5 premiers pays manufacturiers du monde. Par conséquent, l'APD se différencie en ce qu'il peut transmettre l'expérience du développement industriel à la coréenne afin qu'il puisse être appliqué aux pays en développement en suivant l'évolution du stade du développement, de l'évolution de la composition de l'industrie manufacturière coréenne, de l'industrie légère dans les années 70 à l'industrie chimique lourde et à l'industrie de technologie de pointe. Deuxièmement, la Corée poursuit un système d'APD gagnant-gagnant basé sur les besoins locaux. C'est une concrétisation du modèle d'APD de give and take entre la Corée et les pays en développement. Par conséquent, du point de vue du pays bénéficiaire, il peut atteindre l'objectif de former des ressources humaines techniques professionnelles et de renforcer la compétitivité industrielle. Pour la Corée, cela peut avoir l'avantage d'établir une base de production mondiale et d'ouvrir des marchés étrangers.
Par conséquent, tout en promouvant une APD qui peut être avantageuse pour les deux pays, comme le développement des capacités techniques industrielles, l'implantation d'entreprises coréennes sur les marchés étrangers et la création d'emplois, les pays en développement peuvent jeter les bases par le développement industriel, la croissance économique, la distribution des revenus et l'éradication de la pauvreté et réaliser la stabilité politique et économique. Ainsi, la Corée peut hausser son statut international et redynamiser son économie grâce à l'élargissement des marchés étrangers et la création d'emplois des PME coréennes. En promouvant une APD de technologie industrielle sous la forme d'un projet de type paquet, basé sur les besoins d'industrialisation des pays en développement, l'effet peut être encore maximisé. Quant au processus par lequel cette APD gagnant-gagnant est faite, d'abord, la demande de technologie industrielle du pays bénéficiaire doit être identifiée. Il y a également la consultation sur les stratégies de développement industriel. En soutenant l'infrastructure industrielle locale, en formant la main-d'œuvre technique industrielle locale, en accompagnant les équipements fabriqués en Corée et en améliorant les capacités des entreprises locales, les projets de type paquet sont menés. Ainsi, en regardant le diagramme, la partie coréenne fournit un soutien pratique pour partager l'expérience de développement industriel de la Corée et développer les capacités du secteur privé. Pour le pays bénéficiaire, les bases de la croissance industrielle seront établies, la compétitivité de la technique industrielle sera améliorée, les ressources humaines qualifiées seront encouragées et des emplois seront créés. Ainsi, au lieu d'un soutien unilatéral de l'APD qui ne profite qu'aux pays bénéficiaires, la Corée a un modèle d'APD de give and take, renforçant la coopération industrielle et économique entre la Corée et le pays bénéficiaire. Et cette coopération ne s'achève pas seulement à la fin de la période du projet, mais devient un projet d'APD durable qui peut créer des résultats communs durables, même après la fin de la période industrielle. Le troisième est de faire l'APD avec le pays bénéficiaire, ce qui permet de créer une croissance conjointe, comme je l'ai expliqué précédemment. L'objectif est de promouvoir une APD conjointe de type de développement et qui soutient le développement national équilibré des pays en développement, le renforcement des capacités techniques et le renforcement de la compétitivité industrielle afin qu'ils puissent jeter les bases d'un développement indépendant et industriel. Par conséquent, la caractéristique de l'APD coréenne est qu'elle distribue non seulement le poisson aux pays bénéficiaires, où on leur fait apprendre à pêcher, mais vise également à mettre en œuvre une APD de développement conjointe dans lequel le pays bénéficiaire et le pays donateur peuvent pêcher ensemble. Ainsi, pour cette APD de croissance conjointe et pour un développement national équilibré, le gouvernement construit des technoparcs, des centres régionaux spécialisés et des clusters de coopération entre les entreprises, universités et instituts de recherche et élargit les lois mutuelles. Pour renforcer les capacités techniques, il faut établir une feuille de route technique nationale et industrielle, internaliser les techniques appropriées, élargir la base technique, sécuriser les technologies de base pour chaque industrie et promouvoir le développement de technologies de pointe pour la stratégie d'exportation. En outre, dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité industrielle, la Corée définit des orientations de croissance pour chaque industrie, construit une infrastructure matérielle et logicielle et met en place des infrastructures de croissance durable. Ainsi, à travers l'APD de type croissance conjointe qui favorise cette croissance conjointe, elle passe par l'étape de l'apprentissage de la pêche au poisson dans la deuxième étape, de la forme de distribution du poisson à l'étape initiale, en fournissant tous les biens de secours de base. Et maintenant que le pays bénéficiaire et le pays donateur peuvent pêcher ensemble, une croissance conjointe est possible, de sorte que ce projet d'APD démarre, la durabilité du lien de croissance durable entre les deux pays sera assurée. Jusqu'à présent, je viens de présenter les particularités de l'APD coréenne ci-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi la Corée veut l'adaptation locale du modèle de croissance à la coréenne, le technoparc à la coréenne, et comment elle peut aider les pays en développement à atteindre une croissance économique durable grâce à l'adaptation locale. Je vous remercie de votre attention.